Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce module donc organisé dans le cadre de la seconde université du réseau des référents handicap de la GFIP. Nous allons peut-être attendre encore quelques minutes que d'autres participants puissent nous rejoindre. Je voulais juste vous signaler que cette session va être enregistrée et que si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez couper votre vidéo dans la barre d'outils tout en bas de votre écran à gauche. Cliquez sur arrêter la vidéo. Voilà. Donc, au cas où, n'hésitez pas à la quitter. Je pense qu'on est à 27 participants. On va peut-être attendre un peu. Je pense que l'accueil café n'était peut-être pas complètement terminé. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on remet un petit peu de musique en attendant que d'autres nous rejoignent? Très bonne idée. Allez, à tout de suite. Ça arrive. Voilà, et bonjour ou rebonjour à tous. On va donc démarrer ce module. Bienvenue dans ce module donc, qui est proposé dans le cadre de la seconde université du réseau des référents handicap. Comme je le disais tout à l'heure, la session va être enregistrée. Donc, pour ceux et celles qui ne veulent pas apparaître à l'image, n'hésitez pas à couper votre caméra par le biais de la petite icône arrêter la vidéo que vous trouvez en bas de l'écran. Donc, voilà. Alors donc, ce module va porter sur les connaissances de base en matière de handicap et d'emploi. Et l'objectif est de vous apporter les connaissances nécessaires sur le sujet du handicap au travail en tant que référent dans votre structure. Et nous serons aujourd'hui deux intervenantes.
Je commence par moi, je suis Corinne Chalut, chargée d'études et de développement dans la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Même chose pour moi, je m'appelle donc Nicole Saunier, je vais co-animer l'atelier avec Corinne. Je suis chargée d'études également sur la même délégation, Auvergne-Rhône-Alpes, et moi, mon terrain de jeu, c'est plus principalement le département du Rhône. Alors, on est assisté aujourd'hui par notre collègue Charlène Navarro, qui va assurer toute la partie technique de cette session. Merci Charlène. Pas de quoi, bonjour à tous et bienvenue. Alors, quelques règles de base peut-être pour Zoom, hein, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec cet outil. Donc, ne vous étonnez pas, votre micro est désactivé. Si vous souhaitez prendre la parole en fin de session, bien évidemment, on vous la donnera. La question de la vidéo et de l'enregistrement, Corinne vient d'en parler. Vous pouvez poser votre question via le petit icône qui s'appelle discussion, hein, parce qu'on y répondra donc à la fin. Peut-être allez-vous poser une question au début et que vous allez découvrir la réponse au fil et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, vous avez un petit icône avec 2C qui vous permet, si vous en avez le besoin, d'activer la fonction sous-titrage. Allez, c'est parti pour cette séance. Juste peut-être rajouter, le temps que j'y pense, c'est que l'enregistrement de cette session et le support qui vous sera projeté seront disponibles d'ici à la fin de la semaine via la plateforme, et vous recevrez un lien et vous recevrez toutes les indications pour ça. Donc, vous pourrez bénéficier de ces deux supports. Voilà. Pardon. Donc, c'est parti, cette fois, on y va. Alors, bonjour, vous verrez que dans la petite icône discussion, je vous ai envoyé un lien Bicast sur lequel va se dérouler la majorité et la majeure partie de cette réunion. Donc, je vais vous laisser cliquer dessus et ça va vous connecter sur le Bicast où on va pouvoir interagir tous ensemble. Il me semble que le lien n'y est pas. Non. Il arrive. Merci. Vous ne voyez pas le lien là? Non. Tiens, Corinne, envoie-le parce que moi, en fait, ça envoie dans la salle d'attente. D'accord. Alors, je vous l'envoie. Voilà. Merci. Alors, pouvez-vous partager le QR code? Alors, est-ce qu'on dispose d'un QR code, Charlène? Non, moi, je n'ai pas de QR code sur le Bicast. Alors, c'est pas Klaxoon pour le coup. Alors, j'ai 9 participants qui arrivent là sur le Bicast. Voilà, donc normalement, il vous suffit de copier le lien dans un autre navigateur. Hein, ne fermez pas votre fenêtre Zoom. Ouvrez bien une autre fenêtre, vous copiez le lien dessus et vous tombez directement sur l'animation. Est-ce que tout le monde y arrive? J'ai 19 participants, on est 35 actuellement. Il y a encore des personnes qui arrivent en salle d'attente que j'admets au fur et à mesure. Alors, bonjour aux personnes qui arrivent. Donc, il vous suffit de copier pour participer, de copier un lien www.bicast.live dans un autre navigateur, enfin, dans une autre fenêtre que celle de lien Zoom pour pouvoir participer aux animations. Est-ce que… J'ai 25 personnes. 25, alors encore quelques personnes qui n'ont pas fait la manip. Non, il ne faut pas créer un compte. Non, non, pas du tout. Vous copiez simplement le lien là dans une autre fenêtre de votre navigateur. Et vous tombez directement sur une question. Enfin, sur une question de participation. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de manip à faire à part copier dans une autre fenêtre. Allez, Charlène, tu nous dis quand c'est bon. Il me manque 2 personnes, alors je ne sais pas. Bon, on va leur laisser le temps de se connecter, de faire la manip. Et puis tu pourras lancer.
Donc, du coup, avant de commencer cet atelier, on aurait aimé savoir sur une échelle de 1 à 5, où est-ce que vous situez où est-ce que vous pouvez situer votre niveau de connaissance sur le handicap au travail. Donc, je vais vous laisser vous auto-noter. Et là, c'est à vous de jouer. Et le 1, donc c'est le moins bien, et le 5, le mieux, pour répondre à la question qui est dans le chat. Tout le monde doit avoir à peu près voté, donc je vais terminer l'activité. Et je vais laisser Nicole et Corinne améliorer cette connaissance du handicap au travail. Donc, vous avez sans doute été un peu sévère, hein, parce que je vois que voilà, vous êtes… mais bon, ou pas. En tout cas, on pourra vérifier en fin de session si vous vous sentez un petit peu plus à l'aise sur le sujet. Merci pour vos votes. Alors, donc ce module, il va vous être présenté sur 5 points. D'abord, nous allons voir quelle est la réalité du handicap au travail avec les préjugés, les stéréotypes qu'on a un peu tous. Nous verrons ce que dit la loi sur l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Puis, nous ferons un petit zoom sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Nous nous intéresserons aux acteurs internes et externes à l'entreprise sur le sujet du handicap. Et enfin, très brièvement, en fin de session, nous vous parlerons de l'offre de service de la GFIP. Alors, nous allons nous attacher à découvrir en fait le mécanisme qui amène aux préjugés. Alors, comment ça fonctionne? Bien, quand on se croise les uns les autres, lorsqu'on voit une personne ou un objet, on a tendance à la mettre dans une case, à faire ce que l'on appelle une catégorisation. Par exemple, on peut avoir tendance à dire les personnes handicapées sont, par exemple, pour la plupart en fauteuil roulant. Ça s'appelle un stéréotype, un cliché, un lieu commun. C'est en fait la perception que l'on a des choses. On peut aussi penser, je ne sais pas moi, les personnes handicapées sont courageuses, elles sont motivées, mais en revanche, elles sont souvent absentes, il faut les aider. Bon, tout ça, cette perception-là amène à ce que l'on appelle un préjugé. C'est donc juger par avance une personne en fonction de croyances qui ne sont pas forcément vraies. Et du coup, ces préjugés, malheureusement, amènent à de la discrimination. Et ça renforce les inégalités. Très concrètement, ça peut amener au fait que le chômage des personnes en situation de handicap soit 2 fois supérieur à celui de la population du tout public, entre guillemets. On va donc essayer de voir, au fur et à mesure de cette séquence, comment déconstruire ces stéréotypes, ces préjugés. Alors, handicap ou handicap au pluriel, rien que le titre interroge. Maintenant qu'on voit le mécanisme, on va voir comment ça fonctionne vraiment pour le handicap. Le fait de parler du handicap au singulier n'est pas forcément vrai puisque il y a plusieurs types de handicap. Si on mettait le handicap au singulier, ça voudrait dire que les personnes handicapées forment un groupe homogène, sans aucune distinction, ce qui n'est évidemment pas le cas, et Corinne va vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un handicap s'acquiert majoritairement au cours de la vie. Ce sont les maladies, qu'elles soient professionnelles ou non, ou les accidents du travail qui engendrent majoritairement des déficiences. On trouve aussi mécaniquement le vieillissement, bien sûr, qui peut engendrer des situations, des problématiques de santé, et puis les conditions de vie aussi. On le voit sur cette diapositive, les handicaps de naissance ou de l'enfance, en fait, ne représentent que 15% de la totalité des situations de handicap. C'est vraiment tout ce qui se passe après cette période-là qui va engendrer des maladies, des problématiques de santé. Alors, on considère qu'il y a 7 grandes familles de handicap.
Tout d'abord, le handicap moteur, dans lequel on va retrouver, par exemple, des troubles musculo-squelettiques, des lombalgies, etc. Les maladies invalidantes, comme l'hypertension, le diabète ou encore l'insuffisance cardiaque, pour ne citer qu'elles. Le handicap psychique, par exemple, dépression, ou des personnes qui ont des addictions aussi. Le handicap mental, comme la trisomie 21, mais il n'y a pas que cette déficience dans cette famille de handicap. Les troubles cognitifs, dans lesquels on retrouve tout ce qui est 10, mais aussi hyperactivité. Et sur ces 3 derniers types de handicap, psychique, mental et cognitif, on vous donnera tout à l'heure une différence, parce que quelquefois, il est compliqué justement de savoir dans quelle catégorie on place une maladie. On retrouve en dernier lieu le handicap visuel et le handicap auditif, qui sont des familles dans lesquelles on ne répertorie pas uniquement des personnes qui ont une perte sensorielle totale, mais aussi celles qui ont une déficience un petit peu moins grave, comme dans le handicap visuel, on peut retrouver des personnes qui sont atteintes de daltonisme, ou pour le handicap auditif, des personnes qui ont des acouphènes, par exemple. Alors, sur ce petit dessin-là, ce qu'il faut principalement retenir, c'est que c'est la catégorie la plus importante est celle du handicap moteur, puisqu'elle concerne 45% des personnes en situation de handicap. On va retrouver ensuite les maladies invalidantes avec 20%, et puis le handicap psychique avec 13%. Allez, on va vous laisser, Nicole, vous poser une petite question. Voilà, on va vous faire travailler à nouveau et on va vous demander, selon vous, quelle est la part des personnes en fauteuil roulant? 3 choix possibles, 3%, 12%, 21%. C'est à vous. Alors, je vois que des personnes répondent dans le chat. Peut-être n'ont-elles pas réussi à se connecter dans le lien Bicast, ou peut-être y a-t-il des nouvelles personnes. Je vous remets. J'étais en train de. Oui, ah, pardon. Je vais remettre. Non, pas de problème. Je vous remets le lien Bicast au cas où, voilà, pour les personnes qui sont arrivées après. Donc, il suffit de le copier dans un autre onglet sur votre ordinateur pour pouvoir accéder à toute la présentation et aux animations qu'on vous propose. Voilà. Voilà, super. Alors du coup, effectivement, alors vous êtes quand même une majorité à avoir donné la bonne réponse. C'est donc 3%. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une représentation que l'on se fait du fauteuil roulant. Et donc, la bonne réponse est 3%. Alors, pour recadrer un petit peu les choses sur les différents types de handicap, on va regarder ensemble une vidéo. Donc là, Charlène, je ne sais pas s'il y a des consignes particulières. Non, il n'y a pas de souci. Bon. Je vais vous faire un partage d'écran parce que dans Bicast, ça ne fonctionne pas. Donc, tout arrive de suite. Le handicap est une notion souvent mal comprise, vous ne trouvez pas ? Fréquemment, elle est connotée de façon négative et associée au fauteuil roulant ou à la canne blanche. Mais saviez-vous que le handicap recouvre une très grande diversité de situations dont les conséquences sur l'emploi peuvent être variables ? Je vous explique. Il existe 6 familles de handicap. D'abord, le handicap moteur. Il concerne les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, effectuer certains gestes, porter du poids. Elles peuvent aussi avoir du mal à conserver ou changer leur position. Contrairement à ce qu'on pense, moins de 5% des personnes handicapées moteurs utilisent un fauteuil roulant. Qu'entend-on par handicap psychique ? Cette notion recouvre différents troubles de la personnalité.
En général, ils n'affectent pas les capacités intellectuelles, mais ont des conséquences sur le raisonnement, la communication, le comportement. Vous suivez toujours ? Alors on passe au handicap mental. Il se rapporte à une déficience intellectuelle. Elle se traduit par des difficultés de réflexion, de communication et de décision. Je suis sûre que vous connaissez par exemple la trisomie 21. Il arrive que des personnes souffrent de troubles de l'attention ou de la perception. C'est notamment le cas des personnes dyslexiques ayant des troubles de la lecture. On parle alors de handicap cognitif. Généralement, on associe le handicap visuel aux personnes aveugles uniquement. Mais en réalité, il concerne majoritairement des personnes malvoyantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la perte auditive totale reste rare. Le handicap auditif concerne des personnes qui peuvent être sujettes à une surdité plus ou moins importante ou à des acouphènes, vous savez, les bourdonnements d'oreilles. Enfin, il existe ce qu'on appelle les maladies invalidantes. Ce sont des maladies comme le cancer, les allergies ou le diabète. Elles peuvent entraîner des problèmes moteurs, de la fatigue ou des contraintes liées à des traitements. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que de manière générale, 80% des handicaps ne sont pas visibles et que seuls 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. En fait, dès lors qu'une personne a des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi du fait de son handicap, elle peut être reconnue travailleur handicapé. Son employeur et elle peuvent alors bénéficier des services et des aides financières de la GEFIP. Ensemble, ils pourront trouver et mettre en œuvre les solutions pour compenser le handicap. Alors, on va retourner dans Bicast, voilà. Et on va vous faire un focus sur la différence entre des handicaps que l'on peut parfois confondre. Et il nous a semblé important de faire le distinguo entre les trois, donc le handicap mental, le handicap cognitif et le handicap psychique. Alors, évidemment, on va vraiment vous donner les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Quand on parle de handicap mental, on est face à des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. On considère généralement qu'une personne qui a un quotient intellectuel inférieur à 70 peut être considérée comme porteur de handicap mental. On va parler de handicap cognitif lorsque uniquement certaines fonctions cognitives sont touchées. Ça peut par exemple concerner les personnes avec des troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie. L'hyperactivité également peut être considérée comme handicap cognitif. Et puis le handicap psychique, lui, ça va être vraiment la conséquence de maladies. Par exemple, quelqu'un qui fait un burn-out et dont les relations sociales pourraient être altérées, peut être considéré comme porteur de handicap psychique, même momentanément. Quelqu'un qui fait une grosse dépression, qui aurait donc du mal à se concentrer pendant longtemps, etc. On garde ses facultés intellectuelles, on a toutes ses facultés, mais on a un problème relationnel, on a un problème de concentration, de fatigabilité, etc. à la suite d'une maladie mentale. Du coup, ça nous amène bien à considérer le fait qu'il y a bien plusieurs types de handicap. On l'a vu, il y a plusieurs familles, plusieurs types de handicap. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, référents handicap dans vos structures, vous allez devoir apporter des solutions complètement différentes à vos collaborateurs selon le type de handicap dont ils vont être porteurs. C'est là la complexité de la chose, puisqu'il n'y a pas qu'un seul type de handicap. Bien évidemment, il n'y a pas une réponse type. On va vraiment faire du sur-mesure en fonction du handicap dont va souffrir la personne. Ah, alors, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à voir son écran. Du coup, tout est repartagé dans Bicast. Il faut retourner sur le lien de tout à l'heure. Je vais remettre le lien. Ça y est, je l'ai remis. Non, je l'ai envoyé. Est-ce que pour Floris, c'est bon? Voilà, c'était exceptionnel. On a partagé l'écran de Charlène pour voir la vidéo, mais tout se passe sur le lien Bicast. Bicast ne fonctionne pas en présentation, c'est-à-dire… Alors, il faut ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet sur votre navigateur Internet afin de pouvoir voir Bicast.
Je me permets donc une intervention orale parce qu'il n'y a que les activités que vous proposez qui s'affichent sur Bicast. Et je pense qu'il y a une manipulation à faire de manière à ce qu'il y ait et les activités et votre présentation. C'est le cas pour tout le monde? Personne ne voit la présentation sur Bicast? Si, Noémie a tout. Donc, il y a peut-être un décalage, Floris. Ok, alors. Vous n'avez rien à faire normalement. Oui. Alors, j'ai recliqué, je me suis reconnectée et apparemment, c'est mieux. Ok, super, parfait. Parfait. Allez, Corinne, c'est à toi de jouer. Allez, alors, dans ce deuxième point, on va maintenant s'intéresser à ce que nous dit la loi pour favoriser l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Donc, c'est la loi du 11 février 2005 qui est dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui nous dit que le handicap est une déficience en fonction d'une situation donnée. On parle alors de situation de handicap qui peut être compensée par des aménagements, qu'ils soient organisationnels, techniques ou humains. C'est une approche du handicap qui vient compléter l'approche ou la définition purement médicale dont on disposait jusqu'à cette loi, en fait. Donc, la déficience, elle devient un handicap lorsque la personne qui en souffre a des difficultés à tenir son poste. C'est la rencontre, en fait, entre un problème de santé et une difficulté liée au poste ou à l'environnement de travail qui amène cette situation de handicap au travail. Il faut savoir qu'une déficience n'engendrera pas systématiquement une situation de handicap au travail, par exemple si le poste est adapté ou si la personne n'a besoin d'aucune compensation. Ça peut être une personne qui souffre de diabète et qui gère parfaitement sa maladie et qui est déclarée travailleur handicapé, mais qui n'aura besoin d'aucun aménagement particulier. Cependant, quand ce n'est pas le cas, la responsabilité de la situation, elle est déplacée vers l'environnement, qui n'est pas adapté aux besoins de la personne. Par exemple, une personne en fauteuil qui ne peut pas accéder aux locaux de son entreprise ou à son bureau n'est pas elle-même responsable de la situation. C'est son environnement qui n'est pas adapté. Donc, pour compenser cette situation, avant tout, il faut évidemment bien l'identifier. Du coup, c'est ce qui nous amène à parler d'inclusion. Parce que jusqu'à maintenant, on parlait de compensation, on parlait d'accessibilité, et on le voit bien sur ces petits graphiques. Là, il y a une barrière qui empêche de voir. Donc, la solution, c'est d'adapter la même solution à tout le monde, qui n'est pas satisfaisante, parce qu'à part le petit personnage du milieu, les deux autres ne sont pas conformes. La deuxième image, là, on a adapté, donc tout le monde est bien, mais là, on parle donc d'intégration, mais l'inclusion, c'est mieux, c'est de faire tomber la barrière. C'est en ce sens que ça va plus loin et c'est vraiment tout l'enjeu de cette réussite, de cette réussite sociale. C'est vraiment la société qui doit considérer une personne différente comme normale finalement et qui doit s'adapter. Ce n'est pas forcément toujours à la personne qui présente une différence de s'adapter à la société, mais la société doit faire un pas également et c'est ce qui est illustré là dans la troisième image lorsque la barrière tombe. Là, on est face vraiment à un vrai changement sociétal. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on va s'attacher très concrètement à faire un zoom sur un titre que l'on retrouve le plus souvent, qui s'appelle donc la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Et voilà, on a souhaité, comme c'est le plus fréquent, on a souhaité faire un zoom dessus. Alors, avant de démarrer, on va également, encore vous mettre à contribution. Vous allez voir afficher sur cette page plusieurs titres de bénéficiaires d'emploi de travailleurs handicapés ou pas. Et on va vous demander justement si ces titres qui s'affichent donnent droit vraiment, sont des titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou pas. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs réponses à cocher. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui. Comment mon écran reste statique? Les slides ne défilent pas. Est-ce qu'il y a une manipulation comme je suis arrivée un peu en retard?
Non, Parce que là, je suis effectivement. toujours sur l'écran situation de handicap avec les 3 schémas égalité, équité, inclusion. Ah, bah, vous Donc, avez peut-être un problème de bande passante ou non? Parce que là, ça Alors, défile bien. essayez de fermer votre fenêtre et de recliquer sur le lien Zoom. Je vais vous le repartager pour que vous l'ayez tout de suite d'accord. sur le lien Bicast. Pardon, excusez-moi. Ouvrez-le bien dans une autre fenêtre, hein, sinon on va vous perdre dans Zoom. Oui, d'accord. Et là, ça devrait fonctionner. Peut-être une lenteur de réseau chez vous. Oui, certainement. Alors, Alors, il y a Nadège qui nous dit qu'elle a le même souci et qu'elle reclique à chaque fois pour réactiver en fait le diaporama. Donc, il faut rafraîchir. Avec F5, nous dit Freddy. Ouais. Merci Freddy de cette information. Alors, on nous demande ce que c'est la clash. On en parlera juste après. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Faites comme vous le sentez et puis on apprendrait après. Voilà. Et on est entre nous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, donc, voilà, justement, on est tous là pour monter en compétences. Donc, allez-y. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de participants? Ah oui, c'est 32, oui, ça monte. Ça monte. Allez, je vois que plus personne ne vote. Je vais arrêter l'activité. Merci Charlène. Oh. Et ben, donc, écoutez, bravo pour vos votes. Alors, en fait, il n'y avait pas de mauvaise réponse toutes ces propositions étaient bien des titres qui donnaient droit à, des propositions qui étaient des titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, on va en parler juste, sur cette diapositive-là. Donc, la grande majorité des handicaps donnent droit à un titre administratif de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et il y a 3 canaux principaux qui les attribuent. Tout d'abord, la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui par le biais de sa commission, la CDAPH, attribue la fameuse RQTH dont on parlait au départ, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle attribue également des cartes d'invalidité et l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé. Il existe aussi des titres, en tout cas qui sont délivrés par la sécurité sociale. Donc les pensions d'invalidité et puis les rentes après un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc ça, c'est la sécurité sociale. Et puis on trouve une troisième administration, qui est le Code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, qui regroupe des dispositions en faveur des anciens combattants, des victimes civiles de guerre et des victimes de terrorisme. Et donc là, peuvent être attribuées des pensions militaires d'invalidité ou des allocations ou rentes d'invalidité pour ces personnes-là. Donc, comme le disait Nicole tout à l'heure, nous allons plus nous intéresser à la RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, puisque c'est le titre de bénéficiaire qui est le plus répandu et dont on parle le plus, notamment en entreprise. Alors, cette RQTH, elle ne dépend pas de la pathologie, de la déficience ou de la maladie de la personne, mais elle va dépendre du retentissement de cette maladie sur l'emploi. Vous voyez ici en bleu des exemples de pathologies qui peuvent amener à une reconnaissance de handicap, mais ce ne sont que des exemples, le cancer, la sclérose en plaques, les rhumatismes, des allergies, etc. Et puis, vous allez voir apparaître en rouge les retentissements possibles de ces maladies sur l'emploi. Une personne qui est malade peut avoir une perte de confiance en elle, peut avoir de la fatigabilité, ou être moins performante au travail, par exemple, pour ne citer que ça.
Alors, du coup... Oui, pardon. Vas-y, Corinne. Oui, désolée. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est bien la situation dans son ensemble qui est étudiée par la MDPH, la commission de la MDPH, pour attribuer cette RQTH. Hein. Voilà, ce n'est pas simplement la problématique de santé, mais c'est bien son retentissement sur l'emploi qui va donner lieu ou pas à l'attribution de ce titre. Pardon, Nicole. Oh, je t'en prie. Donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, eh bien, comment est-ce qu'on formule une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés? Donc, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, ce que l'on appelle la MDPH. On vous a mis le lien ici. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. En premier lieu, on vous demande... alors, le support, oui, vous l'aurez, Caroline, tout sera disponible en replay et tous les documents qui vous seront présentés, vous aurez tout, on vous enverra un lien avec tous les éléments de l'URRH complet en fin de semaine. Vous aurez tout, ne vous inquiétez pas. Donc, ce lien-là, vous l'aurez également, bien évidemment, et vous pourrez être amené peut-être à le donner à vos collaborateurs qui seront peut-être un peu perdus ou qui ne sauront pas faire. Donc, gardez-le précieusement. Donc, vous verrez sur le premier onglet, il y a tout simplement le numéro du département indiqué et ensuite, eh bien, il n'y a qu'à remplir les pages et puis donner les informations médicales principalement avec les problèmes que la personne rencontre pour réaliser ses missions. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur la slide d'après, donc, on va synthétiser et on va voir les nouveautés d'il y a donc 2 ans et demi maintenant. Dans certains cas de handicap irréversible, la RQTH peut être vraiment attribuée de façon éternelle, à vie. Donc ça, c'est important, ça évite d'avoir à faire des démarches lorsque malheureusement, on sait très bien que le handicap ne va pas s'arranger. Ce qu'il faut savoir également, si vous avez des collaborateurs qui viennent vers vous avec la carte mobilité inclusion ou bien l'allocation d'adultes handicapés, cela ouvre droit automatiquement au statut de travailleur handicapé sans autre démarche supplémentaire. Et puis pour les personnes qui seraient déjà titulaires d'une RQTH et qui auraient fait bien en amont donc la demande de renouvellement, la RQTH est prolongée de 4 mois pour éviter les ruptures. Voilà, parce que dans certains cas, je sais que sur Lyon, les délais peuvent être très très longs. Donc ça évite les ruptures, ce renouvellement, on va dire, automatique de quelques mois. Donc, si on résume, en fait, la RQTH, c'est quoi? C'est vraiment un titre que les personnes qui font la démarche, qui sont vraiment volontaires pour le faire, donc peuvent obtenir. Bien évidemment, les informations qui sont évidemment confidentielles, elles sont médicales, donc ne sont transmises à personne, voilà, ni même à l'employeur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos collaborateurs. Ça reste quelque chose de confidentiel. C'est important. Donc, qui peut faire la demande? Eh bien, n'importe quel salarié qui, du fait d'un problème médical, éprouve des difficultés à réaliser les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son travail. D'accord ? Alors, pourquoi faire? Eh bien, elle permet de mettre en œuvre des solutions d'adaptation, par exemple, si c'est nécessaire pour la personne. Ça peut également aider à un reclassement éventuel. Prenons le cas, je ne sais pas moi, d'une coiffeuse, par exemple, qui est allergique aux produits, donc qui ne peut plus exercer son métier en tant que tel, mais qui est passionnée par ce domaine-là et qui veut y rester. Eh bien, on peut très bien l'accompagner dans la formation, lui payer des formations de façon à ce qu'elle soit, je ne sais pas moi, formatrice, commerciale dans ce domaine-là, par exemple. Ça, c'est possible si elle a fait sa démarche de RQTH. Et puis, pour les employeurs, eh bien, ça leur permet déjà, premièrement, de répondre à leurs obligations d'emploi, puisqu'ils ont en leur sein des personnes porteurs donc, du titre de l'obligation d'emploi. Et puis, l'employeur également de bénéficier d'aide, d'accompagnement, d'aide financière pour l'aménagement divers du poste ou bien d'un accompagnement divers sur un handicap particulier et qu'il ne saurait peut-être pas comment appréhender au sein du collectif de travail. On pourra l'accompagner également. Alors, quand on rencontre, on rencontre souvent des employeurs puisqu'on accompagne les entreprises dans leur démarche de mise en place de politiques d'emploi handicap. Beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils sont démunis en fait pour pouvoir répondre à leurs salariés
pour pouvoir les convaincre, en tout cas, de mettre en place, d'entrer dans une démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés. Pardon. Donc, nous allons voir ici quelques craintes les plus fréquemment rencontrées et vous apporter des éléments pour essayer de faire tomber tous les a priori. Alors, tout d'abord, le salarié a souvent des craintes par rapport à la conservation de son poste de travail et à son évolution professionnelle. Ce qu'on peut lui dire, c'est que avoir une reconnaissance, enfin un titre en tout cas, peut l'aider pour trouver des solutions d'adaptation pour justement rester sur ce poste de travail, si jamais la déficience l'en empêche. Et si ça n'est pas possible et qu'une reconversion est envisagée, on peut dire qu'une reconversion, ce n'est pas forcément une punition. Il peut y en avoir des belles, ça permet de connaître peut-être un autre métier et puis quelquefois, ça peut s'accompagner d'une promotion professionnelle. On a aussi beaucoup de salariés qui se demandent quels avantages cela peut leur apporter à eux, puisque en général, ils savent que pour l'entreprise, ça peut entraîner une baisse de leur contribution, mais concrètement à eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent dans l'histoire ? Donc, on le disait tout à l'heure, ça leur permet effectivement d'accéder à des aides ou à des prestations pour, alors pas évidemment pour adapter leur poste, mais pas que. Ça peut être aussi, s'ils ont besoin, c'est la ligne d'après, d'être réorientés et de quitter l'entreprise parce que voilà, il n'y a pas forcément de possibilité de le garder, et d'avoir un accompagnement particulier par Cap Emploi et de bénéficier de l'offre de service de la GFIP. Voilà, c'est vraiment un accompagnement spécifique qui ne pourrait pas avoir s'il n'avait pas ce titre de bénéficiaire. Avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, c'est aussi bénéficier d'un suivi médical renforcé par le médecin du travail. Et c'est aussi une majoration sur le compte personnel de formation et sous certaines conditions qui restent à voir avec les caisses de retraite, mais de partir à la retraite de façon anticipée. Donc, je parlais du CPF. Vous savez que chaque salarié qui travaille à temps plein a droit à 500 € par an attribués sur son compte CPF. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, en plus de ces 500 €, ils ont une majoration de 300 € par an. Donc, c'est un argument qui est à connaître et qui peut peut-être aussi quelquefois faire basculer la décision. Nicole, je te laisse. Pardon, j'étais en train de répondre dans le chat. Pardon, je vais prendre la suite. Non, pas de souci, c'est pas bien. chat. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Du coup, oui, autre objection que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise, c'est les personnes qui n'osent pas en disant « Oh là là, si je sors du bois, je risque de perdre mon emploi ». Non, l'entreprise ne peut pas, bien évidemment, licencier quelqu'un du fait de son statut d'handicapé. En revanche, handicapé ou pas, si je vole dans la caisse, là, bien évidemment, oui, je vais me faire licencier. Mais ça ne sera pas du fait de mon statut de travailleur handicapé, c'est juste parce que j'aurais fait une énorme bêtise. Au contraire, on a tout intérêt à se déclarer pour pouvoir, encore une fois, bénéficier d'un aménagement éventuel. Et quand je dis aménagement, ce n'est pas forcément la grosse artillerie. Imaginons si j'ai besoin de me faire une piqûre tous les jours à 17 h parce que je suis diabétique ou parce que j'ai une maladie particulière ou que je suis très fatiguée justement à partir de 17 h. Bon, eh bien, oui, pourquoi pas, je peux tout simplement demander à avoir une pause peut-être méridienne un peu plus courte et puis partir de l'entreprise à 16 h 30. Ça, c'est aussi un aménagement de situation de travail. Donc, c'est important vraiment que le salarié ne reste pas avec son problème dans son coin et ne le partage pas parce que sinon, ça va faire qu'empirer les choses. Du coup, il y a également quelque chose que l'on peut entendre quand on va dans les entreprises, c'est oui, mais les personnes n'osent pas faire cette démarche de RQTH parce qu'elles se disent « je ne pourrai plus avoir de prêt bancaire ». Non, dans aucun questionnaire d'assurance, vous n'allez retrouver la petite coche handicapé ou pas, c'est pas comme ça. Alors là, il y a un grand débat et on pourrait en parler pendant longtemps. En revanche, ça n'est pas le fait d'être handicapé qui va générer une surprime, mais c'est bien la pathologie elle-même.
Donc, à la limite que la personne ait fait la démarche ou pas d'RQTH, de toute façon, malheureusement, la surprime, elle l'aura. Hein. Et en revanche, de grâce, il faut vraiment que les personnes déclarent leur pathologie, parce qu'en cas de sinistre, en cas d'aggravation du handicap, l'assurance va évidemment se retourner contre elle et se réserver le droit de dire vous ne l'avez pas déclaré, on ne vous prend pas en charge. Donc, encore une fois, ça n'est pas la RQTH qui va générer une éventuelle surcote au niveau des primes d'assurance. Alors, en résumé, vous, en tant que référent handicap dans vos structures, qu'est-ce que vous devez avoir comme bon réflexe, comme bonne pratique? Premièrement, il faut que les collaborateurs vous identifient. Il faut savoir que s'ils ont un problème, ils puissent parler à Monsieur Dupont, Madame Bidule, mais il faut vraiment que vous soyez identifiés et qu'ils puissent avoir en toute confiance la possibilité de venir vers vous. Il faut également que vous connaissiez, c'est important, le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire pour pouvoir ensemble réfléchir à des solutions d'aménagement, d'accompagnement si c'est nécessaire. Et puis, comme vous êtes en train de le faire actuellement, il faut se tenir au courant, se former, s'informer sur les démarches, sur le cadre législatif et sur les dispositifs. Ce que vous êtes en train de faire ce matin y participe. Après, dans le cadre de vos relations avec le salarié, vous pouvez, par exemple, expliquer, comme on vous l'a montré tout à l'heure, c'est quoi une RQTH et puis comment on en fait la demande, par exemple, savoir en parler, qu'est-ce que c'est que la RQTH et puis à quoi ça sert, bien leur expliquer que ça permet d'avoir des aides et des prestations individuelles, même pour eux. Imaginez quelqu'un qui soit déficient auditif, la GFIP, par exemple, peut participer au financement de ces prothèses auditives. Quand on en connaît le prix, ce n'est pas anodin. Donc, rien que ça, c'est vraiment un service que vous pouvez rendre à vos salariés, simplement de connaître les dispositifs qui s'offrent à lui s'il a cette reconnaissance. Et puis, on en a parlé à plusieurs reprises, ça va vous permettre de lui expliquer qu'une adaptation de poste de travail est possible si cela s'avère nécessaire. Alors, sachez qu'il existe un site dédié à la RQTH, dont vous voyez l'adresse apparaître sur la diapositive. Donc, vous aurez d'ici à la fin de la semaine sur le support qui vous sera envoyé. Et ce site, on vous invite à aller le découvrir parce qu'il est bien fait et il peut peut-être contribuer à répondre encore à quelques questions qu'on n'aurait pas passées en revue ce matin. Et surtout, on vous invite à le faire connaître à vos salariés qui sont en questionnement justement sur une reconnaissance, pour qu'ils puissent avoir des réponses. De la même manière, on vous a mis là des liens pour aller voir des sites en lien avec les RQTH qui vous permettront de vous armer de peut-être encore plus d'arguments, des arguments complémentaires à ce qu'on voit ce matin. Et voilà, ils seront cliquables directement sur le support que vous recevrez bientôt. Alors, pardon. Oui, vas-y. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, je voulais dire la même chose que toi, que dans cette quatrième et avant-dernière partie, nous allons aller à la découverte des acteurs internes et externes qui font partie du périmètre du handicap au travail. Alors là encore, on va vous mettre à contribution et on va vous demander comme ça, à chaud, à votre avis, qui sont les acteurs internes ressources sur la thématique du handicap? Donc, dans vos structures, qui peut traiter de cette thématique? Alors, il faudrait repartager le lien Bicast. Voilà. Bon, Nicole, je le fais, t'inquiète. Ah, super, merci beaucoup, Charlène. Ouvrez-le bien dans un autre navigateur pour ne pas qu'on vous perde, Elvira. Salarié référent, référent handicap, manager, direction, service médical. Vous vous êtes sous-estimé, vous n'avez pas de niveau, vous connaissez plein de choses déjà. Bien sûr. Alors, Sophie, elle répond dans le chat. Infirmière et médecin du travail. Okay. Ressources humaines, direction générale, tac. Oui, très bien. Il y a plein de bonnes réponses. On va arrêter là, Corinne. En fait, ils savent déjà tout. Oui, c'est ça. Bon, au revoir. À la prochaine fois.
Non, là, oui, oui, il y a un bon niveau quand même. Hein. Ouais. Assistante sociale, voilà. Mission handicap. Ouais, quand dans les grosses entreprises, quand il y en a, bien sûr. L'assistante d'agence, ouais, le manager, très bien. Voilà, bon. Ok, bon, bah, très bien, ouais. Vous êtes tous d'accord. Hein. IRP, c'est les représentations du personnel, les représentants du personnel, Marie-Paul. Oui, les instances représentatives du personnel. Voilà. Allez, le nuage de mots, c'est un peu figé, alors je vais terminer l'activité. Allez. Alors, on va les repasser en revue très brièvement parce que vous les avez quasi tous cités. Hop là, merci Charlène. Du coup, évidemment, c'était un petit peu le piège, la personne n'a pas oublié, c'est la personne elle-même. Pourquoi? Parce que c'est elle qui se connaît et qui connaît les moyens de compensation éventuels dont elle a besoin. Donc, c'était effectivement le petit piège, entre guillemets, mais vous n'êtes pas passé au travers, donc c'est super. Après, effectivement, on a bien évidemment les managers, ça oui, parce que c'est important, les directeurs, les dirigeants, les recruteurs, hein, comment je fais pour passer une annonce qui ne soit pas discriminante, comment je fais pour passer un entretien de recrutement à quelqu'un qui présente un handicap, donc tout ça c'est important. Il y a les acteurs de la prévention, le CSE, bien évidemment, hein, le Conseil social et économique, qui a également un rôle à jouer très, très important. Les services de santé au travail, lorsqu'ils sont internes à l'entreprise, lorsqu'on est dans un grand groupe, évidemment, hein, ils sont importants. Les services RH, oui, bien évidemment, pour tous les volets, parce que dans une politique d'emploi, il y a l'aspect je recrute, il y a l'aspect je réussis l'intégration, je fais de la prévention et je maintiens en emploi. Donc, tous ces gens-là que l'on vient de citer, à un moment ou à un autre du parcours de la personne, du recrutement au maintien dans l'emploi, a un rôle à jouer. Hein. Donc, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait vraiment un vrai fil conducteur et un vrai plan d'action à l'intérieur de l'entreprise pour qu'il y ait de la cohérence et que chacun des acteurs se parle et puis que chacun puisse monter en compétence sur le sujet. Alors, même chose maintenant sur les acteurs externes. Alors là, on fait le distinguo entre, premièrement, donc, le recrutement et l'intégration. Donc, comment je vais faire pour intégrer des collaborateurs en situation de handicap dans mon entreprise. Alors, bien évidemment, je peux m'adresser à Pôle emploi. Hein. Pôle emploi, alors là, je vais parler d'un sujet que je connais, c'est le territoire du Rhône, où dans chaque agence Pôle emploi, désormais, il y a un référent handicap qui s'occupe des personnes, des demandeurs d'emploi, et puis des référents handicap qui conseillent les entreprises. Donc, Pôle emploi est vraiment un acteur important. Oui, Caroline, Cap emploi également, oui, tout à fait. C'est bien. Voilà, donc Pôle emploi est un acteur important. Cap emploi, on y va, puisque vous évoquez le sujet, bien évidemment, c'est un expert du handicap, hein, donc, qui a également des personnes, alors davantage, on va dire, soit qui présentent un handicap que Pôle emploi peut être du mal à appréhender, soit qui vont vous présenter des personnes en reconversion professionnelle, souvent. Le réseau des missions locales, évidemment, hein, vous avez des jeunes, si vous voulez recruter par exemple en alternance, et Dieu sait qu'en ce moment c'est important puisque les mesures gouvernementales sont incitatives et que nous également nous avons des aides incitatives jusqu'à la fin de l'année encore 2021. Donc si vous voulez recruter des jeunes en situation de handicap, là aussi les chargés de mission handicap des réseaux missions locales sont là pour vous aider. Vous pouvez accueillir, et c'est aussi une façon de répondre à votre obligation d'emploi, des personnes qui font des stages ou bien des intérimaires. Donc là, au niveau des stages, vous pouvez vous tourner vers ce que l'on appelle les CRP, hein, les centres de rééducation professionnelle, qui peuvent vous proposer des personnes en stage. Vous pouvez également vous adresser au CFA, c'est important. Les organismes de formation peuvent vous amener des personnes, là encore en alternance par exemple, et vous aider à les garder en emploi.
Vous avez ensuite pour tout ce qui est ce qu'on appelle le réseau GESAT, là ça va être pour tout ce qui est structure médico-sociale avec vraiment les dispositifs d'emploi accompagnés par exemple. L'entreprise nationale des entreprises adaptées, l'UNEA, on a souvent tendance à les voir comme uniquement, entre guillemets, des prestataires de services, mais pas que. Ils peuvent également mettre à disposition du personnel dans le cadre du dispositif CDD Tremplin, par exemple. Les entreprises d'intérim, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est important également, ça permet de répondre à votre obligation d'emploi et il y a même maintenant des entreprises d'intérim qui proposent une main-d'œuvre 100%, en situation de handicap, on en a également sur Lyon. Et puis, bien évidemment, le site de la GFIP qui est là pour vous proposer une CVTech assez fournie et qui est là pour vous accompagner justement à réussir l'intégration de vos collaborateurs en situation de handicap par un accompagnement et des aides spécifiques. Alors, même chose maintenant pour les acteurs externes, mais concernant le volet maintien et prévention dans l'emploi. Donc là, on va retrouver bien évidemment Cap Emploi, les experts du maintien dans l'emploi. On va retrouver la GFIP, même chose pour les aides et la collaboration avec Cap Emploi. Les MDPH qui vont donner un avis justement sur la RQTH. Les OPCO. Les OPCO, ça c'est hyper important, qui vont pouvoir nous aider. Ensuite, par exemple, une structure comme l'ARACT va pouvoir faire un diagnostic. Ils sont vraiment spécialisés dans les conditions de travail. Ils vont pouvoir vous aider à faire un état des lieux. La CARSAT, par exemple, elle mène des actions de prévention, par exemple, pour réduire le risque de désinsertion professionnelle pour les personnes qui sont en arrêt de travail. L'assurance maladie, elle a par exemple un site dédié à la prévention. Donc, évidemment, je n'ai pas cité le service de santé au travail, mais c'est évident, c'est évident que si vous avez des relations les plus étroites possibles avec l'équipe pluridisciplinaire du SST, ça n'en sera que plus facilitant pour toutes ces démarches de maintien dans l'emploi. Alors, pardon, je suis aussi en train de répondre au chat, je finirai après. Alors, dans ce dernier point, nous allons regarder, mais vraiment de façon très synthétique, ce que peut proposer l'offre de service de la GFIP, puisque la GFIP accompagne les entreprises dans toutes les démarches qu'elles veulent mettre en place en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, en apportant des aides financières, en apportant des services et un accompagnement. Tout ça, évidemment, dans le but d'inclure le handicap aux politiques de ressources humaines pour que ça devienne un réflexe, pour que ce ne soit plus justement un sujet tabou ou un sujet dont on parle moins. Et puis, évidemment, aider à recruter et à maintenir en emploi les personnes qui ont une problématique de santé. Sur cette diapositive-là, ce sont des exemples d'aides et de prestations possibles qui peuvent être mobilisées donc, tout au long du parcours de la professionnelle de la personne, en amont de son recrutement, mais évidemment, bien sûr, tout au long de son parcours en entreprise. Donc, on ne va pas les détailler là parce que ce ne sont que des exemples, mais attirer votre attention sur notamment l'aide à l'embauche pour un contrat en alternance, parce qu'elle peut donner droit à une aide d'un montant maximum de 4 000 €, qui n'est pas négligeable selon la nature du contrat. Et cette aide peut être majorée sous certaines conditions, elle peut être majorée à 5 000 €. Et ça, c'est dans le cadre des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place par la GFIP dès mars 2020 pour s'adapter justement aux conséquences de cette crise sanitaire qui nous touche depuis. Donc, pour avoir vraiment une vue exhaustive de notre catalogue d'offres, d'aides, de prestations, je vous invite à aller consulter justement tout ce catalogue sur notre site et puis ensuite de vous rapprocher de la délégation régionale dont vous dépendez géographiquement pour avoir des infos complémentaires si besoin. Et puis,
tout au long de l'université, donc sans attendre plus longtemps. Dès la fin de ce module, vous pourrez vous rendre dans l'espace exposant de l'université, dans lequel, entre autres stands, vous retrouverez un stand de la GFIP avec des collègues qui sont prêtes, parce que ce sont des filles, je crois, à vous donner toutes les précisions utiles sur notre offre de service. Donc, n'hésitez pas à aller aussi les solliciter par ce biais. Voilà, et bien, nous ne va nous rester pour l'instant à vous remercier pour votre attention, vous remercier d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat s'il en reste. Alors, il y en a quelques-unes auxquelles on n'a pas répondu. Et puis, voilà, pourquoi pas oralement, si jamais vous voyez que la réponse, si on a loupé la question, n'hésitez pas à nous faire un petit rappel. Voilà. Alors, il y en avait une, là, j'étais en train d'y répondre, donc j'y vais. Pour les organismes de formation, donc comment les accompagner, les référents qui sont dans les organismes de formation. Donc, si vous avez, en tout cas, pour vous aider à mettre en place des moyens de compensation pour mettre en place une session de formation, pour que ce soit voilà, de tout ordre, en tout cas, la compensation, ben, vous pouvez vous rapprocher chez nous de la RHF, qui est la ressource handicap formation. Et on va vous mettre les coordonnées, je vais les chercher en même temps, dans le chat. Voilà, qui va pouvoir vous aider, vous orienter en fonction de la situation, puisque chaque cas est spécifique, et voilà, et vous donner les bonnes informations. Donc, je recherche les coordonnées pendant ce temps. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà, alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, même pour prendre la parole, ce sera plus convivial. Ou alors, à moins qu'on fasse le petit questionnaire comme ça, enfin, comme vous voulez. Référent handicap obligatoire dans Calliope. Oui, alors, j'ai Angélique qui me pose une question. En fait, il faut savoir que la loi oblige, entre guillemets, les entreprises de plus de 250 salariés à avoir dans leur sein un référent handicap. D'accord ? La même chose est faite de l'autre côté au niveau des centres de formation, où désormais, effectivement, un référent handicap doit être nommé. Du coup, c'est important d'avoir cela parce qu'on va les accompagner également, ces organismes de formation. Ce sont les informations que Corinne est en train de chercher. Voilà, on va les accompagner. Non, mais sinon, vous tapez ressources handicap formation sur le site de la GFIP et puis vous vous rapprochez de votre délégation régionale. Il y a un site internet, un numéro de téléphone et une adresse mail dédiée. Et on va faire ce même travail d'accompagnement, de montée en compétences pour justement les personnes en formation qui auraient besoin d'un aménagement. Par exemple, là, si la formation a lieu en distanciel, eh bien peut-être la personne a-t-elle besoin, je ne sais pas moi, d'un siège ergonomique, d'un grand écran, de plein de choses. Eh bien tout ça, la ressource handicap formation va permettre d'identifier les besoins avec les prestataires concernés et puis de pouvoir mettre en œuvre les aides concernées. Donc, il y a vraiment le parallèle, hein, accompagnement dans l'entreprise et accompagnement avec l'organisme de formation. Ça, c'est important dans le cas de figure où vous allez peut-être accueillir des alternants. La GFIP propose-t-elle des formations gratuites pour les recruteurs? Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est pas des formations en tant que telles, mais en tout cas, votre chargé d'études local peut faire des animations, des mini-formations aux collaborateurs ou aux managers de proximité, etc. Puis après, vous avez des MOOC, des Mookie, enfin, je ne sais pas comment on dit, qui sont bien faits. Par exemple, on a sur Via Compétences, viacompétences.fr, vous avez des petits modules de formation qui sont accessibles, qui sont gratuits et qui sont bien faits pour un premier niveau d'information. Alors, alors, si vous recherchez
enfin, voilà, le sourcing des personnes en situation de handicap, c'est aussi une question que se posent toutes les entreprises. On a une participante qui peut vous faire, enfin, voilà, vous proposer un autre moyen de trouver des travailleurs en situation de handicap. Donc, je peux laisser la parole à Mireille Dureur pour qu'elle vous parle de tout ça. Donc, Mireille, c'est à toi. Alors, en fait, merci. C'est pas pour proposer des personnes en Pardon. situation de handicap, mais je vais m'expliquer. En fait, je m'exprime au nom de Entreprises et Cancer et nous faisons actuellement une étude pour récupérer des témoignages d'entreprises et de personnes qui ont vécu cette situation dans leur entreprise. On cherche des témoignages de managers ou de personnes. L'idée étant de pouvoir ensuite restituer les leviers et les freins pour le retour à l'emploi après un cancer. Et les résultats de cette étude seront promulgués lors d'un colloque au Centre Léon Bérard auquel seront invités les entreprises et les personnes qui auront accepté de témoigner dans un cadre confidentiel dans le respect des règles de la RGPD. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour avoir pu passer le message. Merci Mireille. Merci Mireille, ouais, c'est important. Alors, c'est vraiment une thématique, hein, le cancer au travail, c'est vraiment quelque chose qui fait partie malheureusement de notre quotidien. C'est une thématique dont on s'est emparé à la GFIP, puisque dans nos outils de sensibilisation, le thème du mois de février était justement cancer et travail. Hein. Comment est-ce qu'on accueille quelqu'un qui revient d'un cancer? Comment est-ce qu'on garde le lien? Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, pour ceux qui connaissent notre outil de sensibilisation ActiveBox, voilà, sachez que c'était cette thématique évoquée donc, le mois dernier. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, Nicole, on a une autre question. Est-ce que le burn-out peut-il entrer dans le cadre de la RQTH et au bout de combien de temps? Une question qui a été posée 2 fois. D'accord, oui, bien sûr. Hein, oui. Enfin, oui, bien sûr. Tout va dépendre des répercussions du burn-out sur les capacités à tenir le poste de la personne. Mais oui, bien sûr, ça fait partie, le burn-out, comme les dépressions sévères, de maladies qui peuvent donner lieu momentanément, hein, le temps que la personne remonte un petit peu du gouffre, hein, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais bien sûr qu'elle peut donner droit à l'RQTH s'il a du mal à tenir le poste, si la personne a du mal. Oui, excusez-moi, en complément, parce que j'arrive pas à mon clavier, il est bloqué. En complément, est-ce que les soucis de glande thyroïde peuvent effectivement être un problème aussi de reconnaissance? Alors, c'est pas le problème de la glande thyroïde en elle-même c'est en fait, c'est quoi la répercussion de ce problème sur les tâches que je dois faire au quotidien? Est-ce que ça me pose un problème ou pas? En fait, c'est ça la question qu'on doit se poser. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça, c'est quel est le retentissement du problème médical sur mon quotidien professionnel. Et si ça m'enquiquine, si ça me gêne, si ça me pose une difficulté, là, je peux effectivement monter un dossier de RQTH. C'est toujours ce raisonnement qu'il faut avoir. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, on a une question. Est-ce que vous allez continuer cette animation par webinaire? En effet, d'autres ateliers étaient intéressants mais complets. Sera-t-il possible de voir les vidéos de ces ateliers a posteriori et seront-elles accessibles pour tous? Alors oui, que ce soit les modules les modules d'appropriation à la thématique du handicap, comme ce matin, ou que ce soit les ateliers qui sont mis en place sur ces 2 jours, tous sont enregistrés et tous les liens de ces enregistrements seront disponibles sur une plateforme dont vous aurez les coordonnées d'ici à la fin de semaine pour les revoir. Effectivement, on a été victime de notre succès pour certains ateliers ou sur certains modules. Voilà. Alors, Angélique nous demande si effectivement le salarié peut faire la demande sans pour autant parler à son employeur. Alors oui, évidemment, mais ce qu'on s'est attaché à vous montrer ce matin, c'était qu'il n'avait aucun intérêt à faire ça. Parce que sinon, il se prive lui-même d'aides potentielles dont il pourrait bénéficier.
aménagement de poste ou accompagnement divers, ou comme je disais, financement d'appareils auditifs ou je ne sais quoi, ils s'en privent, c'est dommage. Et puis vous, du coup, vous privez également d'un salarié qui pourrait rentrer dans votre effectif de personnes en situation de handicap, donc c'est dommage. Et puis vous pouvez passer à côté d'un problème. Il va compenser, mais il arrivera un moment où il n'y arrivera peut-être plus, soit si le handicap survient, soit en vieillissant. Enfin, donc c'est vraiment dommage de faire cette démarche sans en informer son employeur. Encore une fois, je parle notamment de vérifier si ça rentre dans le cas d'RQTH. De quoi donc, Angélique? Là, je n'ai pas bien compris votre lien entre les deux questions. Oui, bonjour. Bonjour, Angélique. Intervenir pour être plus clair, en fait. C'est simplement pour savoir si le salarié, en fait, pour pouvoir savoir s'il est, entre guillemets, je dirais, éligible à un RQTH, est-ce qu'il peut d'abord faire les démarches en contactant la MDPH, sans pour autant, au départ, en parler à son employeur pour tout simplement une notion de confidentialité, parce que l'employeur n'est bien pas… sûr. Oui, tout à fait. C'est vraiment une démarche volontaire, personnelle. Et s'il ne vous le dit qu'une fois qu'il a la réponse, libre à lui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. D'avoir un document de participation à cet atelier. Oui, bien sûr, il doit y avoir un questionnaire. C'est prévu, Charlène. Je ne sais plus si on a le lien, mais en tout cas, vous allez l'avoir. Je ne sais pas si c'est de suite après ou un petit peu plus tard, mais oui, c'est prévu. C'est prévu. Alors, en revanche, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Voilà, donc on vous le fera parvenir, mais oui, vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté, surtout ce qui vous a manqué, pour qu'on s'améliore pour la suite. Est-ce que les infos que l'on vous a données correspondaient bien à vos attentes? Est-ce que vous auriez souhaité voir aborder d'autres thèmes? Voilà. Alors, juste avant qu'on se quitte, j'ai un cas justement par rapport à une personne qui est revenue d'un cancer donc, dans mon entreprise, notre entreprise, et elle ne veut pas en parler. Et comme vous parliez tout à l'heure de cet aspect très volontaire, enfin très, très personnel, je me disais, moi, en tant que manager, comment la sensibiliser sans pour cela rentrer dans une sphère trop privée, quoi, pour garder le côté… Ben, si je veux pas, je veux pas, mais en même temps, tout ce que vous dites là, c'est quand même bête de ne pas le mettre en place dès à présent. Mais après, ça va dépendre. On est dans l'humain, donc ça va dépendre de la confiance que vous aurez su instaurer, entre guillemets, et en tout cas, bien respecter, c'est déjà une épreuve, donc bien respecter, comment dirais-je, ne pas évoquer sa pathologie, mais toujours les conséquences de sa pathologie sur aujourd'hui la façon dont elle va exercer son métier. Donc vraiment lui dire en quoi je peux vous aider. Aujourd'hui, est-ce que le métier tel que vous l'exerciez avant votre départ pour cette fichue maladie, est-ce que vous pouvez l'exercer sans aide particulière? Sinon, est-ce que vous pensez que l'on peut envisager des solutions de compensation? En quoi on peut vous aider? Vraiment l'aborder de cette façon-là pour la mettre à l'aise et puis qu'elle sache que vous avez à son égard une écoute bienveillante et que vous êtes prête à mettre en place des solutions, à rechercher des solutions si elle vous dit qu'elle a besoin d'aide. Voilà. Mais on est dans l'humain, bien sûr, c'est déjà tellement compliqué à titre personnel que voilà. Il ne faut surtout pas, en tout cas, ce que vous devez retenir, si on ne parle pas de la pathologie, on parle toujours des conséquences. Donc moi, en tant que manager, je vois que ma salariée a une difficulté, je sens qu'elle n'est pas bien. Allez, je vais vers elle, je lui tends une perche et je lui demande si je peux l'aider, si elle a besoin d'aide. Et puis vous verrez bien, au fil du temps, ça va venir. Ok, merci. De toute façon, il y a toujours un long cheminement parce que c'est vraiment délicat. C'est déjà quand on a une simple grippe, nous on a un petit peu du mal à l'accepter. Alors quand c'est une problématique de santé, ensuite il y a une répercussion importante sur sa vie sociale et professionnelle. Il faut déjà pouvoir l'accepter et puis voilà, se faire à l'idée que peut-être on aura un titre de bénéficiaire de travailleur handicapé. Handicapé, c'est un mot qu'on n'aime pas, qui fait peur et voilà. Donc il y a tout ce cheminement à faire déjà, mais la discussion, c'est bien de l'entamer dès le départ parce que ça fait partie de ce cheminement aussi. Voilà. Alors, Karine nous dit qu'elle est correspondante handicap et on lui demande d'organiser des actions de com ou de sensibilisation. Est-ce qu'on a des pistes ou de l'ADOC à ce sujet? Oui, bien sûr. Oui. Alors, le réseau des référents handicap est national, mais bien évidemment régional. Donc,
adhérer, et bien évidemment c'est gratuit, hein, au réseau des référents handicap de votre région. Vous pouvez également adhérer à la plateforme collaborative qui vous donnera l'accès à des outils de communication clés en main que vous pourrez simplement logoter, enfin vous approprier en fonction de votre domaine d'activité, de la taille de votre entreprise, etc. Mais qui vous aideront en tout cas à construire un vrai plan de communication sur le sujet. De façon à ce que là vous prenne le moins de temps possible, puisque vous avez déjà des outils un petit peu clés en main, mais voilà, qui vous permettront d'en parler régulièrement. C'est ça aussi, hein, une des clés du succès pour être amené à être identifié et à ce que les personnes vous fassent confiance, c'est vraiment montrer qu'il y a une vraie continuité, il y a un vrai sens. Vous ne parlez pas un jour du handicap et puis vous n'en reparlez plus pendant 9 mois. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment montrer que c'est une vraie problématique que vous prenez à bras-le-corps et voilà, qu'il y a du sens et que toute l'entreprise est mobilisée. Donc, on a bien évidemment des outils. Rapprochez-vous de votre délégation régionale. Alors, est-ce qu'on peut peut-être lancer le sondage? Non, peut-être, pour voir si après toutes ces infos là qui sont un petit peu complexes, enfin en tout cas multiples, est-ce que ça vous a aidé un petit peu dans votre connaissance sur le sujet? Tout à fait. Donc maintenant, après tout ça, comment vous citeriez-vous sur une échelle de 1 à 5 votre niveau de connaissance maintenant, aujourd'hui, tout de suite, sur le handicap au travail? Donc toujours dans le BICAST. Ah ben ça monte un peu. Non. Super. En tout cas, vous n'êtes pas seul sur cette thématique, hein. Vraiment, gardez bien ça en tête. L'AGFIP, bien sûr, on est là pour vous accompagner, hein, que vous soyez référent en entreprise ou référent dans un centre de formation, mais on n'est pas tout seul, hein. Vous l'avez vu, on vous les a présentés, les acteurs. Donc, si vous deviez retenir quelque chose, c'est que vous n'êtes pas seul pour faire cette démarche d'employer des personnes en situation de handicap. On est vraiment là pour vous aider. Alors, Nicole, parce que du coup, oui. je fais le petit relais de la technique de l'autre côté. Normalement, tu dois pouvoir lancer un sondage sur Zoom également qui a été créé par les animateurs de l'URRH au global. Mais moi, je n'ai pas. Ah oui, tout à fait. Alors, je vais lancer un sondage, effectivement, qui va s'afficher dans le fil de discussion, Charlène, c'est ça? Non, qui va s'afficher sur le Zoom, normalement. D'accord. Aucun. Très bien. Allez, là, je l'ai lancé. Donc, est-ce que vous le voyez? En tout cas, a priori, moi, je le vois en tant que peut-être simple participante. Donc, je pense que ça marche. Voilà. Ouais, bon, attends. Donc, on a les deux sondages. On a des oui dans le fil de discussion. Ouais, d'accord. Super. Voilà, du coup, nickel. Et vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a éventuellement manqué, ce que vous auriez aimé. Enfin, ça va vraiment nous aider à progresser. Hein, donc, on n'est pas susceptible avec Corinne et Charlène. Non, pas du tout. Au contraire, on prend. Oui, oui, oui. Mais là, il faut nous le dire dans le chat parce que effectivement, dans le petit sondage, il n'y a pas de possibilité de commentaires. C'est pas drôle, moi je vois pas le sondage, je sais même pas ce qu'on me demande. Oh mince. Le degré de satisfaction concernant l'expérience digitale et le degré de satisfaction concernant la qualité de l'animation. Ce sont les deux questions du sondage. Merci beaucoup Corinne de ces précisions. Alors, je ne sais pas si le nôtre petit sondage à nous sur l'échelle de connaissance du handicap, je ne sais pas si du coup tu avais arrêté l'activité ou pas. Oui, j'avais arrêté l'activité. Je n'ai pas vu les résultats, c'est pour ça, pardon. Non, mais on était à 3,61 de moyenne. Voilà. 3,61, on est pas mal. D'accord. Ça a quand même un peu augmenté par rapport au départ. Donc, tant mieux. Tout à fait. Bon, en tout cas, je peux mettre fin au sondage, on a 84%. Est-ce que des personnes ont encore besoin d'un peu de temps ou est-ce que je peux l'arrêter? Faites-moi des petits pouces ou des petits… Oui, c'est pas très courant comme prénom. Allez, j'arrête. Hop.
Partager les résultats. Oh bah oui, tiens, allez hop. Ah, ben voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le partage du coup là? Voilà, donc globalement, globalement, il y a une satisfaction. Alors, je vois une personne également qui a dit que du coup, elle avait loupé la moitié de la réunion avec notre fameux lien qui n'était pas le bon. On s'en excuse beaucoup. On est désolé, mais vous pourrez retrouver l'intégralité des documents partagés, etc. Très, très rapidement. Voilà, écoutez, un grand merci pour votre participation. Comment adhérer au RRH? Tout simplement, rapprochez-vous de votre délégation régionale, de votre chargé d'études en charge du réseau des référents handicap et voilà, vous pourrez y adhérer, tout simplement. N'hésitez pas, c'est pas terminé, hein. L'URRH n'est pas terminé, elle ne fait que commencer. Vous avez encore tout ce qui est les inspirations, les networking, les conférences inspirantes. Il y en a une d'ailleurs qui commence à 11h45 donc en partenariat avec Le Monde. Donc le thème, c'est travailler demain. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, surfez sur le site, allez-y, tous nos collègues seront là pour vous répondre. Voilà, on fera de mieux pour vous répondre. Parfait. Un grand merci. Très bonne université à tous. Merci à vous. Merci de votre participation. Et oui, très bonne poursuite sur le site de l'université. Bonne continuation à tous. Merci. Au revoir.